Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Grève des enseignants au Mali, marche contre la mauvaise gouvernance et l'insécurité dans le pays et la libération de l'ex-juge islamique Aliou Touré. Ce sont les sujets principaux que nous allons aborder au cours de ce forum de la presse. Et nos invités sont Abdraman Keïta du journal Le Témoin, Yorosso de l'Inter de Bamako, Kader Touré au téléphone de la radio Anya de Gao et Massire Diop de l'Indépendant. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le premier sujet de ce forum de la presse, la grève des enseignants, et nous allons suivre ce reportage de Hamadoun Maïga parce que hier, il y a eu les enseignants qui ont marché à travers le pays. Vous voulez une prime de logement, vous voulez accéder aux services centraux, vous voulez la nature de décret 529. Voilà entre autres les points de blocage des négociations entre le syndicat signataire du 15 octobre et le gouvernement. Ce sont ces propos que des centaines de marcheurs scandaient de la place de l'Obélisque au rond-point Kwame Nkrumah. Selon Adama Fomba, porte-parole du mouvement, malgré plusieurs mois de grève, l'État n'arrive toujours pas à satisfaire leurs doléances. Nous tenons à réaffirmer au gouvernement que nous sommes ouverts au dialogue et nous attendons rester dans cette dynamique à condition de débloquer les salaires. Syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, ne cédons pas aux intimidations, aux menaces, aux pressions de toute nature de la part du gouvernement. Nous exigeons tout simplement la satisfaction de nos points de revendication. Nous userons de tous les moyens légaux pour atteindre nos objectifs. La coupure des salaires ne nous fera pas reculer, affirme notre responsable du mouvement. Selon Amadou Koulibaly, les enseignants doivent rester soudés. Camarades militantes et militants, nous savons très bien que le temps est dur. Ce n'est pas diabolique. À tout moment, on a besoin de vous sortir massivement. Mais nous allons vous dire, tant qu'il n'y a pas la prime de logement, la grève va se faire le 15. Demain, nous sommes en négociation, nous partons, mais si le salaire de Bamako n'est pas débloqué, pas de négociation. Rappelons que c'est la deuxième manifestation cette année du syndicat signataire du 15 octobre 2016. Les enseignants grévistes doivent d'ailleurs commencer un autre arrêt de travail de 23 jours à partir de la semaine prochaine si les négociations de ce vendredi échouent. Les négociations vont-elles échouer, Abdraman Keïta? Bon, si je dois en juger par l'atmosphère qui a prévalu à l'Assemblée nationale lors de l'interpellation sur la question qu'on vient de bloquer, j'ai l'impression qu'il y a un dialogue de sourds entre les syndicats et le gouvernement, puisque les syndicats restent cramponnés sur leurs revendications, ils viennent de le dire, parmi lesquelles cette prime de logement, et puis je pense une augmentation des salaires. Or, le ministre des Finances, le nerf de la guerre, c'est les finances. Et le ministre des Finances l'a dit là-bas à qui veut l'entendre, que l'État ne peut pas supporter ces exigences-là. Il a été clair là-dessus. L'État ne peut pas, et qu'il avait même révélé ce qu'il ne devait pas révéler, c'est que l'État a déjà de la peine à gérer les salaires ordinaires, s'il faut encore un surplus de charges. Et c'est insupportable pour le gouvernement, pour les finances publiques. Il l'a clairement dit. Et du reste, il reste convaincu que les grands problèmes de l'État et de l'éducation qui sont aujourd'hui, en plus des moyens de subsistance et d'existence du corps professoral et des enseignants, qui est aussi le niveau des élèves, n'est pas forcément tributaire de ces augmentations et de ces exigences, vous voyez, des doléances. Autrement dit, le ministre Boubou Cissé, ministre des Finances, pense que l'augmentation des salaires et les primes de logement n'ont rien à voir avec le niveau, et que même si on augmentait les salaires et on accordait les primes de logement, cela n'aura pas aucun impact sur le niveau. Mais est-ce que ça n'améliorerait pas les conditions de vie des enseignants? Oui, améliorer les conditions de vie. Mais est-ce qu'une amélioration des conditions de vie est forcément si vous voulez, a une implication sur l'amélioration du niveau?
des élèves. C'est ça le problème, parce qu'on peut augmenter. Par exemple, si je veux transposer, par exemple, la même chose sur les magistrats, est-ce qu'une amélioration des conditions de vie des magistrats c'est soldé par une amélioration de la justice, si vous voulez, mais dans ce cas, la baisse du niveau des élèves, est-ce que les enseignants sont les seuls responsables de cette situation? Ils sont quand même les premiers responsables. Ils sont quand même les premiers responsables de la baisse du niveau des élèves. D'accord. Partagez-vous cet avis, Rosso? Dans une certaine mesure, mais tel n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. Et depuis 1992, depuis l'arrivée des démocrates au pouvoir, le Mali est devenu un laboratoire d'essai de différents programmes de par le monde. On expérimente des programmes par-ci, par-là, canadiens, norvégiens, français, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à capitaliser ce qu'on a eu à faire. Voilà des programmes qui sont venus 2 ans, 3 ans, au bout on n'évalue pas, on abandonne, on amène un autre programme. Donc les élèves, ils progressent 3 ans, on abandonne le programme, ensuite on vient avec un autre programme. Dans ces conditions, l'élève ne peut pas avoir le niveau, à plus forte raison l'enseignant. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'enseignement secondaire. Si vous prenez l'enseignement secondaire, ça fait presque 5 ans que nous sommes dans le système APC, approche par compétence. Voilà un système qu'on a importé du Canada. C'est un très bon système, mais malheureusement, j'ai participé à la première session de formation. Malheureusement, les inspecteurs qui devaient nous former, eux, les formateurs n'étaient pas formés. Donc, on a passé 1 semaine à tâtonner sur les documents au niveau du lycée Askia. Voilà que les gens sont dans ce programme au niveau des lycées et personne ne sait où est-ce qu'on va. Soit souvent, les enseignants sont dans les classiques, parce qu'avec le classique, ça veut dire le programme ancien, tu avances rapidement. Avec l'APC, sans les moyens, tu ne peux même pas faire 5 leçons dans l'année. Mais avec le programme ancien, tu peux terminer le programme. Voilà, les enseignants sont là, ils sont en train de combiner les 2 programmes. Donc, ça contribue à baisser les niveaux. D'accord. Voilà. Mais leurs revendications vous paraissent-elles justifiées? Elle est justifiée. Elle est justifiée, c'est des travailleurs de l'État. Ils ont obligation de demander une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Les enseignants n'ont pas demandé tout et tout de suite, contrairement à ce que le président de la République a dit. Par rapport, il y a beaucoup de points de... Mais est-ce qu'ils ne demandent pas tous les 10 points là maintenant, puisqu'il y aurait 6,5 ou 7,5 des points de revendication qui ont été satisfaits? Mais ceux qui ont été satisfaits, les points qu'on dit qui ont été satisfaits ne sont pas mis en application. Il y a des points là-dedans, il s'agit d'une signature. Par exemple, si vous prenez le plan de carrière que les enseignants ont demandé, le plan de carrière a été adopté depuis 2015. Il suffit d'une signature pour appliquer ça. Le plan de carrière, c'est quoi? Les enseignants ont constaté aujourd'hui que l'administration scolaire est devenue une officine de placement des militants des partis au pouvoir. Donc, ils veulent mettre fin à ça. Et regardez un peu au niveau de l'administration scolaire. Mais quand vous dites qu'il suffit d'une signature, qu'est-ce que cette signature va coûter à l'État? C'est l'État qui peut répondre à ça. Sinon, les enseignants et le ministère de l'Éducation, les syndicats, et le ministère de l'Éducation ont travaillé sur ce document depuis 2015. Et il reste uniquement la signature. Je ne sais pas si c'est le ministre ou si c'est au niveau du Conseil des ministres. Donc, pour régler ce problème-là. Voilà. D'accord. Oui. Kader Touré, vous êtes à Gao. Est-ce que ce mouvement de grève est suivi dans la région de Gao? Absolument. Hier, ils étaient une bonne centaine d'enseignants qui sont sortis. À Gao, la particularité, c'est qu'ils étaient tous de rouge vêtus. Ils ont marché entre le 6e, l'école de Tané et au gouvernorat. La mobilisation est très intéressante et le mouvement s'est passé sans aucun problème. Nous avons interrogé les responsables de ce mouvement, les syndicalistes de l'enseignement, et effectivement, ils répondent à un mouvement national pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie comme tous les enseignants au Mali. Mais le problème qui se pose ici chez nous, c'est de savoir est-ce que ces revendications-là, le problème de l'école malienne de façon générale, est-ce que ça ne se situe pas dans un environnement global de
c'est un État qui se cherche, c'est un État qui est en train de se battre sur plusieurs fronts aujourd'hui. Nous sommes inquiets par rapport à la sécurité aujourd'hui, et si cela devrait se greffer le problème de l'école. Je dis que c'est un problème très 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 sérieux pour l'État du Mali. Est-ce que l'année scolaire 2018-2019 peut être encore sauvée? C'est là toute la question que nous nous sommes posée après la marche organisée par les enseignants hier. D'accord. Massiré Diop de l'Indépendant, il y a le ministre des Finances qui déclare que l'État n'a pas les moyens de satisfaire ces demandes des enseignants. Est-ce une réponse appropriée selon vous? Bonjour à tout le monde. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier pour cette invitation. En fait, moi, à mon humble avis, cette réponse n'était pas du tout la mieux appropriée, en tout cas, pour ce genre de situation. L'État n'a pas les moyens, mais on voit tout le temps des dépenses de prestige qui se font ça et là. Moi, je pense est-ce qu'il n'était pas temps d'engager plutôt des discussions assez, un dialogue assez constructif, hein, en venant, c'est-à-dire que les gens sont dans un rapport de force. Et dans un rapport de force, forcément, il faut qu'il y ait un côté qui puisse un peu lâcher prise, lâcher un peu de lest, faire des concessions. Sinon, ça n'ira pas. Moi, je pense que les enseignants, ils ne sont pas assez extrémistes aussi qu'on voudrait nous faire croire. Je pense qu'un dialogue aurait quand même suffi de décrisper un peu la situation et permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école. D'accord. Abdraman Keïta, pensez-vous que l'État a la capacité ou la volonté d'organiser ce dialogue constructif? Bon, le problème, c'est que le dialogue stérile, sans conséquence, n'arrange pas l'autre partie. C'est le problème. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu du dialogue pendant longtemps. Depuis tout ce temps, je pense qu'ils ont ouvert quand même une conciliation. Une étape de conciliation s'est ouverte entre eux et l'État. Et c'est là, les deux points de blocage, c'est ça. C'est là où se situe le nerf de la guerre, c'est les finances. Bon, ils sont, selon le ministre, 63 000, plus de 63 000 qui demandent des primes de logement. 63 000 qui demandent également que leur salaire soit également revu à la hausse. Et effectivement, je pense que vraiment, comme le confrère de Gao vient de le dire, nous sommes dans un environnement vraiment où tout est prioritaire. Est-ce que dans cet environnement où tout est prioritaire, est-ce qu'il faut accorder d'abord la prépondérance à la sécurité sans laquelle on ne peut même pas aller à l'école, ou bien accorder la prépondérance à une augmentation des primes qui va se faire sans effet? Est-ce que l'État lui-même, dans ses dépenses, tient compte de ses priorités? J'en viens. Je pense que, regarde, je pense que le ministre des Finances est en train de revoir beaucoup de choses. Hein. Il a vraiment serré les vis un peu partout, dans les ministères, au niveau des institutions. Il est en train de voir beaucoup de choses. Parce que réellement, ça ne va pas dans le pays. Il faut reconnaître, il a même dit quand un ministre des Finances dit qu'il a déjà des problèmes pour assurer l'existant, ce qui a été déjà accordé comme salaire. La masse salariale, l'État n'a pas les problèmes de l'assurer. Si c'est vraiment le cas, il est impossible vraiment de se donner d'autres charges supplémentaires. Si un ministre déclare cela, est-ce que ça remet en cause sa capacité de gérer, de gestion? Si un ministre le déclare, c'est qu'en réalité, il est à bout. Il n'a pas autre chose à dire que la vérité. Et ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai. Réellement, il y a des tensions de trésorerie un peu partout. Il y a des difficultés d'engagement des dépenses. Il y a des difficultés de règlement des dépenses. Il y a beaucoup de choses qui justifient que l'État aujourd'hui... Mais si l'État bout, cela signifie qu'il n'est plus l'homme qu'il faut pour gérer la situation. Ce n'est pas lui. Nous ne sommes pas dans un pays normal, il faut le reconnaître. Nous sommes quand même dans un pays de crise. Donc voilà, je pense pourquoi en réalité chacun... Je suis d'accord qu'effectivement, la crise ne doit pas profiter à certains pour se la couler douce, puis vous voyez, vivre dans l'opulence aux dépens des autres. Ça, c'est une évidence. Mais en réalité, il faut que tout le monde intègre aussi le fait que nous sommes quand même dans un pays et éviter la raideur qui consiste à ne pas trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Or, j'ai l'impression qu'en réalité, comment on appelle, le corps social, les organisations syndicales, profitent, beaucoup d'organisations, je ne dis pas que c'est le cas des enseignants, profitent de cette crise effectivement pour prendre l'État par la gorge. C'est malheureusement le cas. On a vu le cas des magistrats. C'était comme ça.
Bon, pour l'UNTEM, on peut dire que c'était des acquis du pouvoir précédent qu'ils ont réchauffé à l'époque. Mais pour les magistrats, c'est vraiment quelque chose qui ne se comprend pas. D'accord. La gestion des priorités, est-ce que l'État lui-même, dans ses dépenses, tient compte de cela, M. Sow? S'il ne tient pas compte, il doit tenir compte des priorités. L'école est une priorité nationale, parce que sans l'école, on ne peut rien faire. La sécurité dont les gens sont en train de parler, il faut qu'il y ait l'école, parce que c'est l'école qui forme les meilleurs cadres qui sont chargés de sécuriser la population et leurs biens. Mais sans sécurité, est-ce que tu peux avoir l'école? Non, il faut l'école. Est-ce qu'on peut fréquenter? La plupart des pays... Non, il faut l'école. Mais déjà, au nord et au centre du Mali, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école à cause de l'insécurité. Maintenant, avec cette grève, la situation se détériore. Si on augmente, aujourd'hui, on risque d'augmenter, même si on accédait, si les organisations syndicales, les enseignants, accédaient même à leurs revendications aujourd'hui, on risque de le faire sans effet. Puisqu'on va organiser, on va augmenter des primes et des salaires pour des gens qui ne vont pas travailler, puisqu'ils ne peuvent même pas, les enfants ne fréquentent plus. Mais qui doit créer les conditions pour que ces gens-là travaillent? La sécurité, n'est-ce pas l'État? Mais c'est clair. Mais nous sommes dans un pays, il faut reconnaître que nous sommes dans un pays de crise, il faut prioriser. Je pense que la sécurité est prioritaire d'abord pour que l'école même soit démocratique. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas normal qu'ici on fréquente l'école et que là-bas on ne fréquente pas. D'accord, Massiré Dioma. Il faut harmoniser. Moi, en tout cas, juste avant de donner la parole à So, moi, ce que je pense, comme il l'a dit, effectivement, tout est lié. C'est-à-dire que dans les priorités, il y a ce qu'on appelle la priorité parmi les priorités. Il y a certainement des zones qui sont en crise, des zones où, par exemple, l'école ne peut pas se tenir correctement. Mais dans d'autres zones, ça peut se faire. Donc, pourquoi ne pas vraiment prendre ces élèves qui sont dans ces conditions-là où l'insécurité vraiment est permanente et les déployer dans des zones plus sécurisées pour qu'ils ne puissent pas rater leur année scolaire en attendant maintenant que la situation puisse être trouvée ailleurs. Donc si on veut lier les deux, dire il faut forcément que la sécurité soit assurée pour que le pays fonctionne correctement, il y a d'autres pays qui sont vraiment qui font face à une insécurité croissante, mais cela n'empêche pas quand même la vie de prendre son cours normal. Moi, je pense que c'est la priorité des priorités qu'il faut vraiment, où il faut vraiment mettre l'accent. D'accord. Et ces enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, on va les écouter et je vous donne la parole tout de suite. Les épreuves qu'ils ont données, ce n'est pas notre portée. Bon, ce n'était pas aussi considéré pour nous. On n'a pas vu les leçons que les maîtres nous avons données, quoi. On a commencé les épreuves, on n'a pas vu les tout. Vraiment, les épreuves sont difficiles car les sujets qu'ils nous ont donnés, il n'y a aucune des questions qu'on a vues. À part en rédaction, ils ont donné parce que la rédaction, comme les anciens aussi dit, c'est la réflexion. On s'est un peu débrouillé pour la rédaction, sinon les restes, on n'a pu rien faire. Mais la deuxième trimestre, ça ne va pas vraiment. Parce que les sujets qu'ils nous donnent, on n'a pas vu. On n'a rien vu. Même en biologie, on n'a rien vu. Alors, c'est dans ces conditions que l'État lance aussi le deuxième trimestre et parmi les sujets qui sont donnés aux élèves, ils viennent de le dire, ils n'ont pas vu pratiquement tous ces sujets. Non, pratiquement au niveau du public, on n'a pas travaillé parce que les grèves ont commencé à partir de décembre. Donc, décembre, congé de Noël, voilà, on est venu février, les grèves ont commencé jusqu'au jour. Pratiquement, ils n'ont rien fait. Et les sujets, quand même, sont sur le trimestre. Donc, que vous voyez les leçons ou pas, en tout cas, ceux qui choisissent les sujets, donc, programme voilà, sur le trimestre. Ça veut dire que par rapport à ce que Abdraman a dit, on le dit, gouverner, c'est prévoir. Chaque fois que les enseignants demandent quelque chose, on met en avant le nombre des enseignants. Faisons extrêmement attention. Justement, qui les a recrutés? C'est l'État. Je vais vous rappeler, 2000-2001, les enseignants sont tombés dans cette situation. Et, paix à son âme, l'ancien premier ministre Mandé Sidibé a traité aussi les enseignants de cette situation quand il a été interpellé à l'Assemblée nationale par rapport à 1.15. Je ne vais pas détailler tout ça. 1.15 a été accordé à tous les travailleurs. Donc, par catégorie, certains ont touché 20 000, 25 000, 30 000. C'était par catégorie. Normalement, au niveau des enseignants, ils devaient bénéficier ça jusqu'à 30 000.
Et qu'est-ce que le Premier ministre a dit? Il est parti devant l'Assemblée nationale, il a dit non, les enseignants sont trop nombreux, on ne peut pas les accorder cette prime. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Et les 1,15 ont été transformés en une annuité de 8 000 francs. Il faut voir, là où les autres ont touché 30 000 francs, on a donné 8 000 francs aux enseignants. Et cette année, dans leur campagne de mépris et de dénigrement, on met toujours en avant le nombre des enseignants. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision pour le pays. C'est des gens qui viennent comme ça pour gérer. Et quand vous tombez dans des situations, il faut prendre des initiatives. Mamadou Lamine, paix à son âme aussi, quand il est arrivé à la tête du ministère de l'Éducation en 2000 avec ATT, et voilà, 2002. Après l'élection d'ATT, c'est lui qui fut le premier ministre de l'Éducation jusqu'à sa mort en 2007. Donc, Malamine, voilà un fervent défenseur de l'école malienne. Il était contre la contractualisation de l'école. Il s'est battu dans l'opposition contre ça. Mais quand il est venu au pouvoir, il était en face des réalités. Il a dit, voilà, je suis là, je ne peux pas mettre fin aujourd'hui au système contractuel. Mais ce que je peux vous proposer, ce que je peux proposer aux syndicats d'enseignants des contractuels, c'est l'alignement des salaires. Parce que les enseignants les contractuels percevaient le tiers du salaire des fonctionnaires. Donc il a dit, je vais aligner votre salaire sur ceux de vos collègues fonctionnaires. Et sur 3 ans. Au moins, voilà quelqu'un qui a une vision. D'accord. Il a pris cette initiative. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas proposer... Déjà, les enseignants ont une unanimité de résidence. Est-ce qu'on ne peut pas valoriser ça? D'accord. 5 000, 10 000 pour dire, voilà, on va augmenter ça jusqu'à 3 ans. Kader Touré, à Gao, qu'est-ce que la population pense de cette situation? Effectivement, et, comme le confrère vient de le dire, il a peut-être... il y a eu un manque de vision par rapport à la gestion de l'école, mais il faut reconnaître également l'évidence. L'évidence, c'est quoi? On est en train de parler de chiffres et d'argent. Effectivement, le nombre d'enseignants sur le territoire malien, s'il faut les aligner tous ensemble et bénéficier des mêmes chiffres, ça fait une somme colossale. On est en train de parler de chiffres, et là, il faudra vraiment faire énormément attention par rapport à ça. Peut-être que ça peut toucher, dire que les enseignants sont nombreux, mais c'est la réalité. C'est les chiffres qui sont là et qui parlent à l'évidence. Il ne faut absolument rien. Donc, il y a manqué de vision par rapport à la gestion du problème de l'école. J'en suis convaincu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État a réellement les moyens de satisfaire aux revendications des enseignants? Grand point d'interrogation. Peut-être à un autre niveau, on peut répondre à cette question. Mais le problème ici à Gao, c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enseignants qui sont mutés à Gao, et pas seulement des enseignants, des fonctionnaires qui sont mutés, et qui sont à Bamako, qui résident à Bamako, et pour la plupart des cas, c'est des gens qui, en force, sont en train d'effectuer d'autres services dans des ONG, voire dans les organisations internationales. Même ici à Gao, il y a des enseignants qui travaillent au niveau de la MINUSMA, au niveau de la force Barkhane, et cela ne se plaignent absolument pas. Donc le problème est très très sérieux pour les régions du Nord, où on a véritablement besoin de ces cadres-là pour qu'ils puissent assumer leur service. Mais le problème est là, on a discuté tous les jours. D'accord, nous allons aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse, marche contre la mauvaise gouvernance et l'insécurité au Mali. À l'initiative de l'imam Mahmoud Dicko, le président de la République a décidé de rencontrer les religieux. Écoutons Issa Kaoudim, porte-parole de l'imam Mahmoud Dicko sur cette rencontre. Il a demandé de prendre la parole, l'imam Mahmoud Dicko. Il dit, mais vous me demandez de prendre la parole, on m'a dit de venir, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Alors je ne sais pas ce que je vais dire. Et ça a été pareil pour tout le monde. Pour le respect pour la première institution qui est le président de la République, je vois que le président de la République vient de manquer alors vraiment une opportunité, une occasion de s'adresser à son peuple. La seule chose que j'ai retenue du président, c'est 2 choses. Il a joué à l'émotionnel, nous montrer le décès de vidéo d'un jeune soldat qui priait pour les forces armées. Et pour nous, bon, ça on compatit, on comprend, mais ça n'avait rien à voir avec pourquoi on est parti. Et de 2, le président a dit, mais pourquoi les gens n'aiment pas MINUSMA et Barkhane? Alors ça, je ne comprends pas. La question fondamentale qui est demandée au président, c'est de démettre son premier ministre. Mais nous donnons la chance à la démarche des familles fondatrices qui ont demandé de surseoir pour aller en négociation. Et s'ils viennent avec une satisfaction, nous appellerons les gens pour les informer. Alors, Massiré Diop, jusqu'où cette situation peut-elle nous conduire?
Bon, en tout cas, moi je pense qu'on est vraiment dans l'incertitude la plus totale avec ça, avec ces événements. Parce que vraiment, qu'une personnalité comme Mahmoud Dicko s'investisse sur ce champ, moi je pense que ça peut entraîner des situations très graves. C'est vrai que la dernière fois, nous avons manqué véritablement l'opportunité de pouvoir régler ce problème une bonne fois pour toutes. Moi, je pense que les problèmes, en tout cas dénoncés, ce ne sont pas des problèmes auxquels, je pense, tous les Maliens... en tout cas, ce sont des problèmes que tous les Maliens partagent, ont en commun. C'est-à-dire le problème de gouvernance, le problème des soldats qui meurent, le problème de l'enseignement. Maintenant, je pense que c'est à l'État aussi d'être à l'avant-garde de ces questions-là. C'est-à-dire que cette marche-là que Mahmoud Dicko et d'autres ont initiée sur ces questions, sur ces problématiques-là, mais pourquoi pas aussi entendre de l'autre côté des partisans de l'État aussi qui dénoncent cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ces questions, en tout cas, que ces manifestants dénoncent sont plus ou moins légitimes. Maintenant, c'est avec seulement la question de la démission du Premier ministre qu'on peut voir un effet personnel. Et c'est ça vraiment qu'on devrait essayer de comprendre. Est-ce que c'est lui le problème ou bien le problème c'est un problème de système qui est posé? Donc je pense que ce sont des éclaircissements qui méritent en tout cas qui méritent en tout cas que les gens doivent s'informer voilà, sur ces questions. Yorosso, pensez-vous que cette demande de démission du Premier ministre faite par les manifestants est une question personnelle? Les deux à la fois. Ça peut être personnel, mais si c'est personnel, ce n'est pas l'avantage du pays. Voilà, le Premier ministre constitue aujourd'hui un blocage pour une partie des religieux. Je ne maîtrise pas tous les contours parce que ceux qui manifestent aujourd'hui sont les anciens amis du président de la République. Je ne sais pas depuis 2013 parce que c'est eux qui ont contribué beaucoup à son élection. Je ne sais pas les noms dits des clauses de 2013 si cela faisait partie. Si cela faisait partie, ils sont dans leurs droits. Bon. Des clauses, donc ce serait un soutien pas pour le Mali, mais pour des objectifs, pour des intérêts. Pour des intérêts. Comme Massiré l'a dit, la manifestation du vendredi dernier traduit l'expression d'un malaise social profond. Et moi, je pense que le président de la République a raté l'occasion quand il a rencontré les religieux, les familles fondatrices. Je pense que le problème est connu. Il doit dialoguer avec la tendance qui s'oppose à lui aujourd'hui. Et les autres religieux et les familles fondatrices peuvent être des facilitateurs ou des conciliateurs. Mais appeler tout le monde sans ordre du jour, comme Kaoudim l'a dit, vraiment je pense que c'était une mise en scène dont on n'en a pas besoin aujourd'hui. Et le président de la République est en train de nous habituer à cette mise en scène. Chaque fois qu'il y a un problème, il profite de l'occasion pour appeler les gens à Koulouba. Et voilà, pour dire que nous sommes un pays de dialogue, de tolérance. Voilà, chaque fois qu'il y a un problème, on s'entend sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le Mali. Et l'essentiel aujourd'hui, ce qui est demandé par les Maliens, c'est un débat national ou des assises nationales pour débattre tous les problèmes du pays. C'est le seul salut pour lui pour sortir par la grande porte. D'accord. Kader Touré, à Gao, est-ce que cette manifestation a été également suivie? Cette manifestation a été beaucoup suivie et commentée à Gao. Et là où il faut faire énormément attention, c'est que nous venons tout juste de sortir d'une élection présidentielle et les acteurs qui sont derrière cette marche de Bamako, tout le monde connaissait leur position par rapport à l'élection présidentielle. Sur le terrain politique, tout le monde connaît leur position. Et si le combat devrait continuer aujourd'hui, malgré l'élection d'un président de la République et la mise en place d'un gouvernement, il y a lieu de se poser beaucoup de questions sur cette façon de faire. Alors, est-ce que la population de Gao se reconnaît dans ces revendications faites vendredi dernier par des religieux à Bamako?
Absolument, on se reconnaît dans les revendications compte tenu de tout ce qui s'est passé au centre, tout ce qui est en train de se passer au centre du pays et même au nord du Mali. On reconnaît que ça peut pousser à la révolte des populations et c'est tout à fait normal, se comprend ainsi. Mais ceux qui sont derrière cette marche-là, et c'est ça tout le problème, et les revendications par rapport au départ du Premier ministre, en quoi le Premier ministre Boubé est un blocage par rapport à cette situation-là? C'est là la question que nous posons et on s'interroge sur les bien fondés de cette initiative. Alors, Abdraman Keïta, à chaque fois qu'il y a un problème au Mali, la chose qui est demandée, c'est d'organiser un dialogue, c'est d'organiser un débat public. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le dialogue au Mali? Est-ce un problème de stratégie ou un problème d'homme? Le dialogue, je ne sais pas de quel dialogue vous parlez. Moi, je ne sais pas quel dialogue il y a. Ça, c'est un dialogue qui n'a, comme il l'a dit, il l'a bien dit, ça n'avait pas lieu d'être de cette façon. Et je pense comme lui que le président de la République a un peu raté le coche en suscitant un dialogue, en créant un problème avec les religieux, l'ensemble des religieux, là où il n'avait un problème qu'avec une tendance. Comment il a créé un dialogue? S'il amène l'ensemble des religieux pour leur dire de parler, de dire ce qu'ils pensent de la situation, il crée un problème religieux, comme si en réalité l'État a des problèmes avec la religion. L'État a des problèmes, comme tout le monde l'a dit, avec une certaine tendance religieuse. C'est avec eux qu'ils doivent vraiment gérer le contentieux. S'il y a un contentieux, effectivement, il l'a bel et bien dit, c'était des anciens amis du président de la République qui se sont retrouvés dans la rue, c'est que réellement, il y a un malaise dans leur relation. Voilà, c'est le relationnel là entre lui et cette tendance qui lui était vraiment acquise au départ, il y a 5 ans de cela, en 2013, qu'il faut gérer les problèmes, c'est clair. Mais par ailleurs, moi je trouve qu'en réalité, c'est vraiment regrettable que des questions du genre comme la gouvernance, la sécurité, soient portées de cette façon par des religieux. Puisque ça traduit un peu la faiblesse du politique et la faiblesse de l'État. La faiblesse du politique parce que les politiques n'ont pas assez d'audience pour mobiliser autant que ces religieux-là dans les rues, c'est une évidence. Et ils n'ont le choix que de suivre la cadence des religieux. On a vu tous les leaders politiques derrière eux, marcher derrière eux, pour eux accomplir ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Et la faiblesse de l'État, c'est qu'ils ont obligé le président de la République à faire une mise en scène qui consistait peut-être tout simplement... Qui a obligé le président? Mais leur acte, l'acte qu'ils ont posé a obligé la marche a obligé le président, ils ont contraint le président de la République à faire cette mise en scène, à Koulba, appeler tous les religieux pour leur donner par rapport à une marche. Il y a quand même une marche et puis c'est fini, il y a une marche. Bon, s'il y a des malaises à régler avec les marcheurs, il faut appeler les leaders de cette marche-là et le régler. Ça n'avait pas lieu d'être. On sent un peu la frilosité de l'État vis-à-vis de tout ce qui est confessionnel. Que le président a été obligé. Au même moment, certains pensent que le pays échappe aux autorités. Alors, est-ce que réellement le pays échappe aujourd'hui à ce qu'il gouverne? Bon, je ne sais pas si effectivement, le pays échappe aux autorités puisque déjà l'intégrité du pays n'est pas mise en marche. Donc c'est clair que le pays a échappé aux autorités. Et on a déclaré des états d'urgence qui ne sont appliqués qu'à Bamako et dans certaines grandes villes. Hein? Il y a des milices qu'on ne parvient pas à désarmer. Il y a des milices chaque jour, il y a des zones et des pans entiers du pays qui sont contrôlés par des rebelles et par des djihadistes. Donc le pays échappe au contrôle. C'est clair que le pays échappe au contrôle. Mais je pense qu'en réalité, les religieux sont en train de jouer un rôle prépondérant dans un terrain qui n'est pas forcément le leur, jusqu'au point de demander à faire, vous voyez, à perturber le truc. C'est parce qu'en réalité, ils sont en force. Et c'est ça, c'est une tendance qu'il faut vraiment inverser. Sont-ils dans leur rôle? Bon, ils sont peut-être dans leur rôle dès lors que le politique a abandonné le terrain. Voilà, c'est ça qui leur donne un rôle, c'est tout. D'accord. Est-ce que les autorités aujourd'hui peuvent faire face à cette situation si leur pays leur échappe? Est-ce qu'ils ont cette capacité? Bon, là, c'est vraiment une question difficile parce que j'aimerais dire qu'elles n'ont pas cette capacité, mais il faut toujours relativiser quand même parce que je pense qu'au sein de l'appareil, il y a des personnes de bonne foi, il y a vraiment des techniciens, il y a vraiment des hommes qui ont des compétences et il faudrait vraiment mettre l'accent sur ces gens-là pour leur permettre de proposer des solutions. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas tout qui est mauvais dans
dans ce qu'on nous a donné, dans la marchandise qu'on nous a proposée. Hein, c'est pas tout qui est mauvais. Donc je pense que maintenant l'occasion serait d'organiser un véritable dialogue sur des questions de fond. C'est uniquement par cette voie, je pense que la solution pourra être trouvée. Parce qu'il ne faut pas que, surtout l'apanage de certaines questions essentielles, existentielles même, je voudrais dire, soit laissé uniquement aux religieux, aux politiciens, aux citoyens lambda, aux enseignants. Non, 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 c'est pas comme ça que ça doit. L'État, c'est un tout. La population, même celui qui est en train de cirer les chaussures le matin, lui aussi, il doit participer à ce dialogue-là. Donc, il faut un dialogue véritablement qui puisse traiter les questions de fond. Et pour cela, il faut le bon sens. D'accord. Bon Kader Touré, on s'inquiétait beaucoup plus il y a quelques années pour le nord du pays. Aujourd'hui, à Gao, est-ce que la situation sécuritaire est stable? Il ne faut pas parler de stabilité. La situation sécuritaire, c'est une situation qu'il faut voir de façon globale. Ces gens-là peuvent passer partout à tout moment, que ce soit au nord ou au centre du Mali. On ne peut pas parler de stabilité lorsqu'on ne peut pas se déplacer d'ici Ansongo, d'ici Gossi, sans inquiétude. Donc, on ne peut pas dire que la situation est stable. Maintenant, par rapport au débat sur les religieux et l'initiative du président de la République, moi, on ne voit pas ça comme étant seulement une mise en scène. Cette action a quand même empêché qu'aujourd'hui, vendredi, comme cela a été dit, que les gens sortent encore dans les rues de Bamako pour marcher et revendiquer. Donc, je crois que ça a eu quand même ça permet quand même de calmer un peu la situation. Ça permet aux différents acteurs de se parler. C'est très intéressant quand on se retrouve ensemble pour évoquer à chaud la situation. Je crois que l'État a été actif par rapport à la situation et qu'il a pris la situation très au sérieux. Et nous pensons que le dialogue va se poursuivre pour qu'au moins au sud, parce que c'est là qu'on pense qu'il y a un peu d'accalmie. Et là-bas, au moins, il y a quand même une certaine inquiétude pour permettre de voir, nous, notre situation ici. Parce que si ça brûle là-bas, Moko, alors là, nous, on ne saura pas sur quel pied il faudra s'arrêter pour voir la situation, l'avenir de ce pays. D'accord. Toujours concernant la sécurité, parlons de la libération de l'ex-juge islamique Aliou Touré. L'information est confirmée par son avocat qui parle d'enlèvement en prison. Mais selon le site d'information Mediapart, l'ancien commissaire de Moujao a été discrètement libéré le 17 février dernier par les autorités. Écoutons l'avocat de Aliou Touré, maître Malik Ibrahim. C'est le surlendemain, il s'est retrouvé au milieu de groupes armés et il a trouvé les moyens de quitter l'endroit où il était pour pouvoir avoir le réseau, et puis m'appeler et me demander de venir à son secours parce qu'il se sent en insécurité. Son conseil que je suis n'était pas au courant, le parquet général n'était pas au courant, le procureur antiterroriste n'était pas au courant. Donc c'est extrêmement grave ce qui est arrivé dans un état de droit. Parce que vous savez, Ali est malade, il est diabétique, il a même des problèmes de vision, il est dans une zone infestée où à tout moment, n'importe qui peut attenter à sa vie. Si c'est un échange de prisonniers ou quoi, je n'en sais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il était 16 hommes et 2 femmes qui sont retrouvés dans un véhicule pour une destination inconnue. Et je dis, sa mise en liberté est de droit. Si Aliou, sa mise en liberté n'est pas ordonnée par la chambre d'accusation et qu'il arrive quoi que ce soit, je me verrai en devoir de poursuivre l'État du Mali. Abdraman, qui peut enlever un prisonnier dans une prison à Bamako? Non, mais ça je pense que c'est l'interprétation qu'il a faite de ce qui est arrivé. Et il peut en faire effectivement cette interprétation, puisqu'il y a une question judiciarisée dans laquelle il a déjà, l'intéressé a déjà un avocat. Les choses ne peuvent pas se dérouler de cette façon. Cependant, c'est vraiment une violation du droit que de déplacer sans l'avis de l'avocat, sans l'avis des procureurs chargés de son cas et de l'amener comme ça. C'est vraiment un système, si vous voulez, une justice bananière. Ça ne doit pas se passer de cette façon. On a eu des cas où il y a eu des cas d'échange par le passé,
il y a eu quand même un semblant de procès. Les matins de bonheur où on a libéré des gens, on a vu qu'on les a acquittés ou bien quelque chose comme ça, on les a libérés de cette façon. À partir du moment où les questions les faits sont judiciarisés, il faut rester dans le judiciaire. D'accord. Or, ça n'a pas été le cas. Si c'est vraiment de cette façon que ça a été géré, et je pense que ce pouvoir nous a habitués depuis quelque temps à ça. Les échanges de prisonniers se passent, même étant judiciarisés, se passent par-dessus la tête, ça dépend, ça un peu, ça dit un peu, si vous voulez, ça traduit un peu le respect que le pouvoir a effectivement envers la justice. D'accord. Kader Touré, qu'est-ce que vous pensez de cette disparition de l'ex-juge islamique Aliou Touré? Bon, nous, dès le départ, nous, sincèrement, nous pensons que Aliou seul ne devrait pas être là où il a été pendant tout ce temps incarcéré. Tout simplement parce que ceux-là même avec qui il a travaillé, il était au service de ces gens même qui sont admis dans le processus de paix au Mali et qui vivent tranquillement à Bamako, alors qu'il était au service de ces mêmes gens qui sont rentrés dans le processus de paix au Mali. Mais ceci dit, il a été jugé condamné. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il a été libéré. Est-ce qu'il a été libéré, comme certains le pensent, par la voie normale, la voie juridique, ou il a été échangé avec des prisonniers, et là, dans ce cas de figure, il va rejoindre encore le maquis. C'est cela qui est le plus inquiétant dans cette affaire-là. Donc, on a appris ici à Gao, les commentaires pensent qu'il a été tout simplement échangé avec d'autres prisonniers de l'autre côté. Et dans ce cas de figure, il risque de rejoindre le maquis et on ne saurait pas encore ce qu'il est capable de faire. Alors, est-ce possible qu'il soit enlevé dans la prison centrale de Bamako? Enlevé, c'est un peu difficile, comme Touré l'a dit. Peut-être que c'est un échange des prisonniers, mais que ce soit un échange ou un enlèvement, en tout cas, la libération de Aliou va mettre dos à dos les victimes. D'abord, sa condamnation à 10 ans de prison a été mal perçue par les victimes. Et si aujourd'hui on les libère, je crois que ça va mettre mal à l'aise ces personnes qui ont été ces victimes lors de l'occupation de la ville de Gao. Je pense que nos autorités doivent prendre les problèmes au sérieux, surtout le problème de justice aujourd'hui. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que la justice n'est pas rendue équitablement. Et si le cas d'Aliou, on constate qu'il a été libéré par les autorités, vraiment c'est le boulevard ouvert à l'impunité encore. Quel va être le poids de cette libération, disparition de Aliou Touré sur la situation sécuritaire, Massiré Diop? Je pense que ça risque de jouer beaucoup parce que ce n'est pas une première que ça arrive, que ce soit libération ou enlèvement. Ce n'est pas une première. On se souvient du cas de Wadoussen ici, tout ce qui a été mis en scène pour le permettre de recouvrer la liberté afin qu'il y ait un échange de prisonniers. Déjà pour le cas d'Aliou Touré, avec la libération du juge du préfet de Téninkou et notre confrère, cette information avait circulé, qu'il y aurait un échange de prisonniers. Et là, on entend cette information-là arriver. On se dit que finalement, ça ne devrait pas nous surprendre tellement. Mais ça remet en cause aussi le problème c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. La séparation du pouvoir, que le processus de paix aujourd'hui est trop politique. Et ça ne permet pas un règlement de cette question comme il se doit. Lui n'a jamais reconnu aussi les faits. Je ne sais pas pourquoi il a accepté d'être sûr, puisque comme il l'a dit, il y a une séparation des pouvoirs, puisque si c'est une commutation de peine, qu'on le dit, on doit aussi le dire, que sa peine a été commuée, et que dans ce cadre-là, même si c'est une sorte de mise en scène telle que les pouvoirs ont l'habitude de le faire, mais de façon aussi, vous voyez. D'accord. Alors que Dieu stabilise le Mali. Merci à nos invités. Kader Touré de la radio Anya de Gao, Massiré Diop de l'Indépendant, Yoroso de l'Inter de Bamako et Abdraman Keïta du journal Le Témoin. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un prochain forum de la presse. À la mise en onde de cette émission, Mamadi Keïta. La régie vidéo a été assurée par Nouhoum Djiri.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.